La première chose que je voudrais dire, c'est de remercier les organisateurs de cette initiative, parce que je crois que déjà ce qui a été dit montre l'importance de cette rencontre. Je suis très convaincu, et j'espère vous faire partager cette conviction, que à travers la notion de commun, il y a vraiment quelque chose de neuf et de formidablement porteur d'espoir pour l'avenir. Bien. C'est ça que je voudrais vous faire partager, en vous montrant, en tout cas en mobilisant un certain nombre de références, d'exemples, etc., pour montrer la diversité, la multiplicité des communs dans le temps, dans l'espace, autour de nous et de tous les communs qui sont à construire. Dans les très peu d'interventions qu'on a eues pour précéder, on est déjà un peu rentré dans le sujet. Hein. Moi, je retiens surtout de ce qui a été dit par Serge, voilà, cette idée que dans le commun, il y a le projet, hein, d'abord, de faire commun. Hein. Il y a le projet d'installer davantage que de la coopération, de la complicité par rapport à des objets, par rapport à des objectifs qui peuvent être culturels, qui peuvent être de l'émotion, etc. Mais il y a aussi dans le commun, comme ça a été illustré précédemment, la volonté de construire des formes matérielles, des formes institutionnelles, du partage assis, alors sur du solide et même sur du très solide, hein, sur du béton armé, hein, dans le cas de plateaux urbains. Voilà. Et donc, on voit bien déjà la double dimension du commun, hein, une dimension subjective, hein, de projection dans le partage, et une dimension de forme matérielle et institutionnelle qui rendent possible ce partage. Parce que c'est là-dessus que je voudrais insister. Avoir le projet du commun, le projet du partage, etc., l'intentionnalité, bon, évidemment, c'est tout à fait fondamental, c'est tout à fait important, c'est ça qui garantit le succès. Mais si on n'a pas les formes institutionnelles, si on n'a pas les formes matérielles, si on n'a pas les formes organisationnelles qui permettent non seulement le commun temporaire, mais le commun durable, eh ben, on ira de déception en déception. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je voudrais insister, sur le fait que ce que nous amène l'histoire récente, qui s'est replongée sur l'histoire passée, c'est un ensemble de possibilités institutionnelles, organisationnelles, juridiques, d'installer durablement le commun. Et c'est ça la nouveauté. Hein. Et quand je dis le commun, je ne dis pas le public, je dis le commun. Je vais y revenir, parce que la distinction entre le commun et le public est évidemment extrêmement importante. Les uns les autres ont parlé un peu de leur expérience personnelle. Je voudrais parler de la mienne et dire qu'est-ce qui m'a amené au commun. Parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille sur le commun, et sur les communs. Avant de travailler sur le commun, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de propriété intellectuelle, et notamment de propriété intellectuelle sur les médicaments. Parce qu'il se trouve que j'ai travaillé avec l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, sur l'économie de l'accès aux soins. Et on avait cette contradiction absolument fondamentale, hein, qu'on avait les médicaments, hein, on avait les médicaments au début des années 2000, hein, mais que la propriété intellectuelle sur les médicaments rendait impossible l'accès aux soins, et qu'on avait des millions de malades qui risquaient de mourir. Et on était dans une situation totalement folle, qui était d'un côté la pharma qui disait mes brevets, quitte à faire mourir des millions de gens. Hein, ils étaient prêts à le faire parce qu'au début des années 2000, ils vendaient une trithérapie 14 000 $ par personne an. Quand vous savez que le revenu moyen en Afrique est inférieur à 2 000 $ par personne an, ça voulait dire qu'ils meurent tous. Hein. C'est ça que ça voulait dire. Voilà. Et puis de l'autre côté, on avait un certain nombre d'assauts que je respecte et qui ont été mes alliés d'ailleurs, hein, AIDS, etc., bien, qui disaient fin des brevets, abolition des brevets, etc. Et on était coincés dans cette histoire 0-1. Et comment dire, bien sûr, 1, à savoir tout brevet, ça veut dire tout le monde mort, et 0 brevet, on n'avait absolument pas le rapport de force pour imposer ça. Donc c'était aussi une impasse. Et puis, j'ai découvert les communs. J'ai découvert la propriété partagée. J'ai découvert, au-delà de 0,1,
Ou pour le dire autrement, j'ai découvert au-delà de tout public et de tout privé. Et j'ai découvert que, à travers les communs, il était possible de construire des formes institutionnelles durables qui étaient à la fois économiquement efficientes, je suis économiste, j'assume ma position, et qui représentaient dans de très nombreux cas un progrès de la démocratie. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, très brièvement, quelques, j'ai envie de dire, insights sur les communs. Hein. Ça vient d'où les communs? C'est quoi les communs? Et on va où avec les communs? On va où avec les communs? Ça va dépendre de nous. Mais enfin, il faut quand même avoir 2 ou 3 idées sur là où ça peut nous amener. Alors, premier insight, si vous voulez, ça vient d'où les communs? Eh bien, au plus simple, ça vient, on va dire, de l'Angleterre du XIIe, du XIIe siècle à 1815. Une situation dans laquelle, alors, on n'est pas en train de parler de phénomènes marginaux, hein, 1/3 des terres cultivables, ou des terres en Angleterre, étaient ouvertes, étaient non encloses. Il n'y avait pas de périmètre indiquant la propriété. Et c'était ce qu'on appelait des terres de commons, et ça vient de là, les communs. Hein. Et dans ces terres de commons, un certain nombre de gens, les habitants, les résidents, les villageois, etc., avaient des droits et des obligations. Je vais y revenir dans une minute. Ils avaient des droits de prélèvement de la tourbe pour se chauffer, des droits de prélèvement du gibier pour se nourrir, des droits de faire paître leur bétail, de faire picorer leurs poules, etc. Et vivaient de ces terres de commun une infinité de gens, et je pèse mes mots, une infinité de gens qui étaient des gens libres, parce qu'ils n'avaient pas besoin de se vendre, parce qu'ils avaient le commun. Bon, quand on lit les choses sur les communs de l'Angleterre, on est frappé par l'importance des rites de fête, de partage, etc., chez les commoners. Pourquoi? Parce que cet accès partagé crée toute une série de liens et crée cette liberté, crée ce sens de la communauté qui bénéficie ensemble de droits et en particulier du droit à vivre. Évidemment, cette situation ne convenait absolument pas aux puissants. Alors les puissants, c'est qui? C'est le clergé, c'est la noblesse, c'est les nouveaux manufacturiers et c'est l'État qui avait formidablement besoin de main-d'œuvre pour assurer ces développements. Et c'est développé ce qu'on appelait les enclosures. Alors j'insiste sur ce point parce que commun et enclosure, c'est un couple lié. D'une certaine manière, il n'y a pas de commun qui ne s'est libéré des enclosures. Et il n'y a pas de commun qui naît sous la menace d'une enclosure. C'est la raison pour laquelle, ça va être une de mes conclusions, mais je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de commun sans communauté pour construire le commun et pour la défendre. Le commun n'est pas un donné, le commun est un construit. Je lisais il y a 2 jours que, je ne crois pas me tromper, hein, c'est Veolia et Sor, viennent d'être condamnés parce qu'ils ont tout simplement supprimé, à travers un goutte-à-goutte totalement ridicule, l'approvisionnement en eau d'un certain nombre de pauvres qui n'avaient pas pu acquitter leur facture d'eau. Ça veut dire que l'eau n'est plus un bien commun, vous voyez? L'eau qui est si vitale, vous savez qu'on peut tenir très longtemps à ne pas manger, mais on ne tient pas plus de 3 jours à ne pas boire. L'eau qui est si vitale, eh bien, des industriels de l'eau, des marchands de l'eau, peuvent vous en priver. Hein? Ceci simplement pour dire que l'eau n'est un bien commun que s'il y a la communauté qui garantit que c'est un bien commun. J'y reviendrai dans un instant. Bien. Donc, ces terres ont été encloses. Il y a eu même des enclosures parlementaires. Ça veut dire que le Parlement a décidé d'enclore ces terres et de les donner aux riches, etc. Et ça a été la fin des terres communes telles qu'on les trouvait en Angleterre. Pour ceux d'entre vous qui ont l'occasion ou qui ont eu l'occasion récemment d'aller à Londres, vous vous promenez dans certains parcs et vous voyez une affiche « This park is a commons ». C'est un vieux reste de l'époque où, autour de Londres, il y avait des communs. Et un certain nombre de jardins continuent d'être des communs. Alors, être des communs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont des droits d'accès. Éventuellement, là, s'agissant de parcs, c'est des droits d'accès, de visite, etc. Mais dans un certain nombre de cas, c'est des droits de prélèvement, hein, pour des rivières, prélever le poisson, etc. Bien.
Fin de la première histoire des communs. Quand les communs reviennent-ils? Les communs reviennent très tard. Les communs reviennent dans les années 1980, 1980, donc pratiquement 200 ans, non, pardon, un peu plus de 100 ans après avoir disparu. Ils reviennent à deux occasions. Je vais aller très vite, mais c'est très important de le dire. La première occasion, c'est que la Banque mondiale développe, à travers des formes d'aide multiples, appuyées par les États-Unis, etc., toute une série, allez, je vais lâcher le mot, d'enclosures dans les pays du Sud, dans lesquelles on reconstruit, ou on construit plus exactement, des grandes exploitations capitalistes au Sud. Et c'est le moment de l'enclosure des terres du Sud. C'est le moment de la destruction des communs au Sud. Et cette destruction des communs au Sud se traduit par quoi? Elle se traduit par une érosion accélérée des terres, des migrations de population énormes, les gens étant dépossédés de leurs communs, comme les Anglais du XVIIIe siècle et du XVIIe siècle, etc. Et cette situation est si grave que le NRC, National Research Council aux États-Unis, c'est-à-dire un organe suprême chargé de veiller aux grands problèmes du monde et de susciter de la recherche sur ces sujets, s'alerte et réunit un groupe de chercheurs dans la conférence d'Annapolis en 1983 en disant « Mais qu'est-ce qui se passe au Sud? Qu'est-ce qui se passe au Sud ?» Et ça va plus loin que ça. La question posée est ce qui se passe au Sud, l'érosion des terres, la chute de la productivité agricole, les mouvements de population, la bidonvillisation, la pauvreté, est-elle due, n'est-elle pas due, au moins pour partie, au fait qu'on a détruit les communs, c'est-à-dire la possibilité pour les gens de se reproduire? Et la réponse, apportée notamment par Elinor Ostrom, qu'il faut ici évidemment honorer, qui est la personne qui a remis les communs à l'ordre du jour. Donc la réponse apportée par ces centaines de chercheurs, c'est oui, oui. Une des causes de ce à quoi on assiste en matière de désordre dans le tiers-monde est due à la destruction accélérée des communs. Et à partir de ce moment-là, on se développe toute une série de recherches autour des communs au Sud, ce qu'on appelle les communs fonciers à l'époque, et les moyens de rétablir les droits des communautés de manière à leur permettre d'assurer leur subsistance. Bien. Deuxième grand retour des communs, cette fois c'est les communs informationnels. Je retrouve ma propriété intellectuelle. Que se passe-t-il dans les années 70, dans les années 80? Le capital, comme vous savez, n'a de cesse de gagner sans cesse de nouveaux terrains. Cette fois, après l'enclosure des terres, c'est l'enclosure des esprits. La propriété intellectuelle est poussée jusqu'à des objets insensés. Les gènes, les structures élémentaires de la vie deviennent brevetables. Les algorithmes mathématiques qui servent de base au logiciel, je ne parle pas des logiciels, je dis les algorithmes mathématiques qui servent de base au logiciel deviennent brevetables. Les médicaments qui sauvent la vie étaient déjà brevetables au nord, ils deviennent obligatoirement brevetables au sud. Et donc, on a cette enclosure des esprits. Et c'est à ce moment-là que l'on a une réaction extrêmement vive d'un certain nombre de gens, ici encore qu'il faut honorer, en particulier Stallman, qui ont dit non, non, non. Les créations de l'esprit sont des choses sacrées, ce sont des communs qui doivent rester tels. Voilà. Et donc, ça a démarré à travers les logiciels libres, mais ça s'est étendu bien au-delà. C'est-à-dire qu'un certain nombre de chercheurs ont créé des bases de données en rendant public leurs résultats de manière à éviter qu'ils puissent être brevetés et de manière à ce que la connaissance continue d'être un bien commun. Ça, c'est la deuxième étape des communs. Alors, à partir de là, on peut déjà donner une définition des communs, et c'est très important ce que je vais vous dire, parce que les communs, c'est pas de la littérature, c'est pas de la littérature. Je veux dire, c'est pas le monde des bisounours. Les communs, c'est des formes institutionnelles, c'est des formes organisationnelles bien précises qu'il faut être capable de construire et de défendre, sinon on les perd. Les communs, c'est trois choses. Les communs, c'est d'abord une ressource qui peut être
foncière, hein, une rivière, une forêt, un champ, un bâti, etc. Tangible ou intangible. Ça peut être une création culturelle, ça peut être un logiciel, ça peut être une encyclopédie. Hein. Pensez à Wikipédia. Bien. Donc, c'est des ressources. Des ressources en accès partagé. Et donc, ça, c'est fondamental. C'est de la propriété partagée. Ça veut dire que le commun est basé sur le fait qu'un certain nombre d'usagers ont des droits, mais aussi des obligations vis-à-vis de ce commun. Des droits et des obligations, ça veut dire que, par exemple, dans une pêcherie, on a le droit de prélever des poissons, mais à certaines périodes, suivant certaines quantités, suivant certains types de pêche, sinon on n'a pas le droit parce qu'on détruit la ressource. Et c'est pour ça que les communs, c'est si important. Les communs, c'est des instruments liés à l'écologie. C'est des instruments liés à la préservation des ressources. Et les droits et les obligations sont définis de manière à assurer la préservation de la ressource. Et troisièmement, les communs, j'insiste énormément sur ce point, c'est des formes de gouvernance. Ce n'est pas un monde de bisounours, je répète. Hein. Ça veut dire que c'est des formes de gouvernance pour veiller à ce que les droits et les obligations soient respectés, parce que c'est ça qui garantit ces droits, et c'est ça qui garantit ces ressources elles-mêmes, c'est que les droits et les obligations soient respectés. Voilà pourquoi il n'y a pas de commun sans communauté capable de garantir les droits et les obligations des usagers. Les communs, c'est ces trois choses-là. Donc, c'est dans le monde matériel, c'est dans le monde, intellectuel. Alors, pourquoi c'est si important? C'est si important parce que les communs introduisent quelque chose qu'il faut désigner comme de la propriété inclusive. Jusqu'à aujourd'hui, la propriété était conçue comme exclusive. Je suis propriétaire de bien et par définition, ceci exclut tous les autres usagers possibles et j'ai sur ce bien une jouissance absolue, non limitée, article 514 du Code civil, etc. Mon ami Lionel, qui est juriste, expliquera ça encore mieux que moi. Les communs introduisent de la propriété inclusive. Ça veut dire que l'objet, il est partagé, chacun a des droits et des obligations, il ne peut les outrepasser. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je viens de dire. C'est une révolution complète. Hein. La vieille histoire, allez, je vais le dire, capitalisme, socialisme, etc. Hop, c'est bon pour les orties. Hein. Ça veut dire qu'on est capable de fabriquer des objets juridiques, institutionnels, etc., qui garantissent la propriété partagée, qui sont gérés par des communautés et qui nous mettent à l'abri de l'arbitraire, aussi bien de la puissance publique dévoyée que du propriétaire privé. Écoutez, moi je suis un peu plus vieux que la majorité d'entre vous, pas de tous, mais 90 par contre, pardon, le mur de Berlin. J'ai jamais été pro-soviétique, machin, qu'on soit tranquille. Mais c'est quand même une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe, par certains côtés. C'est-à-dire que c'est la fin de toute alternative possible. Les libéraux ont dit non seulement le capitalisme a gagné, mais maintenant, ce qu'il faut qu'on montre, c'est que c'est le capitalisme de la propriété privée absolue qui a gagné. Ce n'est pas seulement le capitalisme qui a gagné. Et quand on s'opposait à ça, on nous disait « Ah bon, vous voulez quoi? Vous voulez la Corée du Nord? C'est ça que vous voulez ?» Eh bien non, ce n'est pas la Corée du Nord qu'on veut. Et ce n'est surtout pas l'ultralibéralisme, on veut les communs. On veut la propriété partagée, on veut l'écologie, on veut la démocratie. Voilà, donc c'est pas rien, et je pense que ça valait la peine d'être dit. Je vous remercie.